Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour, une petite heure, donc jusqu'à peu près 1 heure et demie. Avant de commencer, donc le titre de la webconférence, comme vous l'avez vu, c'est «Développement personnel, effet de mode ou réel levier pour la QVCT». Alors, hem, c'est un sujet qui me tient à cœur et vous allez comprendre pourquoi quand je me présenterai, et aussi d'actualité, bien évidemment. Alors, je vais commencer par faire un petit partage d'écran, pour que vous ayez un support visuel sur, tout au long de la présentation. Donc je vais passer un petit moment à présenter, un petit peu l'idée, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Moi, je vais relever en même temps les questions qui peuvent être faites. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fin de live, je réserverai un petit temps, voilà, une dizaine de minutes, pour répondre à vos questions, que vous aurez posées dans les commentaires. Voilà, pour que ça soit interactif. Je vais essayer d'être succinct et précis, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Mais voilà, j'ai voulu amener, une première approche et développer l'idée du développement personnel en lien avec la QVCT. Alors, merci Christelle, Damien, pour le retour. Impeccable. Donc vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Voilà, comme ça vous allez voir, ce que je vous ai présenté. Alors, ça c'est le titre, bien évidemment. Première chose, hem, faisons connaissance. Ça c'est important, c'est, des valeurs que j'aime bien défendre avant de parler de technique, de, de technique, et puis comment dire? De rentrer dans le vif du sujet. J'aime bien, présenter qui je suis, voilà. Alors la première chose, je ne sais pas si vous voyez bien heu, à l'écran. De toute façon, je vous enverrai, pour ceux qui participent, je vous enverrai le support. Vous pourrez me laisser, en commentaire votre email ou en MP, en messagerie privée. Je vous enverrai le support pour ceux qui sont intéressés. Alors, première chose, depuis très longtemps, je suis passionné de systémique, de noétique et de sciences unifiées appliquées au développement global de l'humain et des grands enjeux de notre humanité. Voilà, ça fait très, très longtemps. Et donc la noétique, pour ceux qui le qui le découvrent, c'est une branche de la philosophie qui étude toutes les grandes questions, physiques, métaphysiques, tous les lois universelles qui nous régissent, appliquées au monde concret, de notre monde du quotidien. Il y a des instituts qui existent, l'Institut de noétique aussi international. Voilà. Donc je suis passionné de sciences, de développement humain. J'ai une formation de scientifique universitaire en mathématiques et statistiques appliquées au management des organisations. Donc, heu, donc voilà. Et en même temps, je me suis intéressé depuis très, très longtemps tout ce qui a trait au développement personnel, aux nouvelles approches, aux nouvelles visions, aux grands changements dans notre monde. Et ça m'a passionné. Et je suis rentré, dans le monde du travail, à des postes, dans des conduites de démarches, alors HQSE, pour ceux qui connaissent pas, c'est hygiène, qualité, sécurité, environnement. Tout ce qui est démarche d'amélioration continue, voilà, des postes de responsable, de manager manager de projet, manager d'équipe. Parallèlement, depuis maintenant 20 ans, je m'intéresse, au développement personnel et le champ plus thérapeutique, sur toutes les approches, innovantes, holistiques, qui sont, confirmées, validées par la science, et d'autres, en émergence. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça. J'ai eu différentes associations aussi pour regrouper des experts dans ce domaine-là et créer des projets de synergie avec, des mairies pour, des projets, d'insertion sociale et d'aide, à travers des grands enjeux d'insertion sociale, et faire découvrir les développements personnels dans ces ateliers. Et puis je suis passionné de communication. Alors vous voyez un micro ici, c'est parce que je fais des lives, j'aime la radio, les podcasts aussi. Et donc ça fait 18 ans
Voilà, la communication, m'attire et j'aime bien explorer de nouvelles choses, notamment les nouvelles radios, des radios qu'on peut faire dans les entreprises aussi. Donc voilà, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça, c'est pour la petite présentation. Au programme de ce webinaire, on va traiter, de 7 points clés pour être synthétique. Le premier point clé, c'est le développement personnel, le bien-être. De quoi parle-t-on? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou des fois. On met un peu de fourre-tout là-dedans et j'ai voulu commencer par ça pour qu'on ait, des mêmes systèmes de repères par rapport à ces notions. Ensuite, quelques chiffres clés et je vous ai, fait un petit peu de veille sur les tendances, alors dans le monde et en Europe et en France notamment. Je vous ai pas bombardé de chiffres, c'est juste pour avoir des points de repère. Voilà et pour étayer le discours. Troisième point clé, on va rentrer dans le détail entre le lien avec, voilà, le développement personnel et la QVCT. Alors QVCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est la qualité de vie et des conditions de travail. Et on rentrera dans le volet un petit peu réglementaire parce qu'il y a eu, depuis ces quelques dernières années, des évolutions entre QVT et QVCT. Et on les connectera aux enjeux RH actuels qui sont très forts. Voilà, on rentrera dans le détail. On parlera des différentes approches en matière de développement personnel. Alors, il y a pléthore d'approches, donc vous verrez, et je vous ai donné une idée de classification, de structuration pour avoir des points de repère. Ensuite, j'aborderai les expérimentations actuelles et en émergence, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un levier là qui est en train de se passer là-dessus. C'est pour ça que je fais ce live, c'est parce qu'on sent qu'il y a une bascule, et je vais vous expliquer en quoi. Le sixième point, c'est quid de la mesure de l'efficacité des programmes, parce que bien évidemment, ce sont des investissements. Il y a des choses qui sont faites dans différentes organisations, et comment on mesure l'efficacité de ces programmes, et est-ce qu'on peut? Et puis dernier point, comment s'y retrouver parmi toutes ces approches? Parce qu'effectivement, quand on commence et j'en discute beaucoup avec des DRH et aussi des DG, quand on commence à creuser sur ces sujets, on se dit: «Mais il y a tellement d'approches, comment on s'y retrouve? Comment on fait une logique dans tout ça, cohérente, structurée, rationnelle?» et cetera. Voilà, donc je vous donnerai des petites clés. Bien évidemment, je ne pourrais pas m'étendre, mais je vous donnerai des petites clés par rapport à tout ça. Voilà le petit programme. Alors, je continue. Développement personnel, bien-être. De quoi parle-t-on? Alors j'ai pris quelques définitions, officielles, hein. Le bien-être, définition du Larousse, il y a plusieurs définitions. C'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, mais aussi aisance matérielle qui permet une existence agréable. Voilà, donc il y a plusieurs volets, plusieurs champs qui sont intégrés dans le bien-être. Et là, la question, c'est voilà, la combinaison de ces aspects physiques, mentaux et matériels. En fait, on voit dans beaucoup de définitions du bien-être, beaucoup se rejoignent sur des aspects globaux. Et d'ailleurs, le bien-être est étudié par plusieurs disciplines, la philosophie, les mathématiques, la biologie, l'épigénétique, heu, la sociologie, psycho, et cetera. Il y a plein de voilà, ça fait l'objet de plusieurs, champs d'études, disciplines en tout cas. Le développement personnel, vous verrez, il y a une nuance, bien évidemment. C'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à différents courants de pensée, et ça c'est important de leur associer à ça, qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, vous voyez, c'est quand même aussi vaste, mais par contre, on est plus dans vraiment l'épanouissement intrinsèque de l'individu. Voilà. Avec ses caractéristiques, sa connaissance de soi, etc. Et j'ai rajouté une terminologie parce que c'est important et souvent quand on est dans ce champ-là, c'est quelque chose qui vient rapidement, notamment avec quand on est dans des pathologies lourdes au niveau de l'entreprise, des burn-out ou des choses très avancées. On parle de thérapie. Alors les thérapies, dans le champ de la médecine, c'est un traitement pour guérir une personne malade.
Tout ça, c'est pour, c'est pour ça que je vous ai montré tout ça, c'est qu'on voit bien que, il y a différentes sphères, différentes terminologies et c'est important à mon sens, quand on parle dans des organisations, quand on parle de ces sujets, de bien être au clair sur des terminologies communes. C'est la base. C'est vraiment très important. Voilà. Donc ça, c'est pour de la sémantique. Ensuite, de quoi parle-t-on? Hem, on voit, des tendances petit à petit où, on rentre dans une approche, alors holistique. Holistique, c'est au sens global, hein. Souvent c'est un terme qui est pas très connu, pourtant qui existe dans la sémantique française. Holistique, c'est avoir une approche globale et de l'état d'être. Et ce qui est important et qu'on voit aujourd'hui de plus en plus arriver, alors sur le champ du perso, mais même du pro, hein, c'est, une approche, des 3 sphères, donc physique, bon ça on connaît, mais aussi psychique, ça aussi, et une dimension qui est un peu moins connue, mais qui commence à arriver, c'est la dimension énergétique. Et ça, cette dimension énergétique, elle est de plus en plus, investiguée par le champ de la recherche scientifique. Notre cœur émet des champs électromagnétiques, on l'a on le sait aujourd'hui, qui ont des certaines caractéristiques. Ces champs électromagnétiques et notre corps, en fait, dégage de l'énergie. D'ailleurs, on le ressent dans nos réactions. Des fois, c'est même rentré dans notre jargon. Donc ça, c'est un prisme qui est, de plus en plus étudié par la science, au même titre que le champ de la psyché. Donc c'est une approche globale, holistique. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui relève du développement personnel? Qu'est-ce qui relève de la thérapie? Qu'est-ce qui relève du bien-être? Ça, ce sont des vraies questions et je pense qu'aujourd'hui, c'est un axe majeur d'investigation, peut-être de légifération à voir, mais un axe majeur de, où se situent les frontières de manière précise et comment, et qui peut investiguer ces champs-là. Voilà. L'autre élément, que je voulais aborder avec vous, c'est la frontière et je dirais illusoire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Illusoire dans une certaine vision, c'est-à-dire qu'un être humain, quand il vient, dans l'entreprise, ben, il est un être humain. Il n'est pas, un avatar, il n'a pas un masque, même si des fois il y en a qui essayent de voilà d'avoir des, comment dire? Pas de jouer des rôles, mais qui essayent de se préserver aussi par protection dans le champ de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un être humain et donc c'est important aussi, je pense, de considérer l'être dans sa globalité dans les nouveaux enjeux RH. Et ça, c'est, et beaucoup partagent cette idée. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des confidentialités, donc des choses qui relèvent de l'aspect, confidentiel à la vie privée et d'autres professionnelles. Mais c'est important d'avoir cette notion à l'esprit. Alors quand on passe le porte de l'entreprise, on n'est pas, qu'une fonction, on est aussi un être humain. C'est important. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est important d'avoir ces notions-là, c'est on parle de médecine intégrative. Alors c'est lié à la thérapie, mais on peut aussi aller plus loin dans l'extrapolation sur le développement personnel. La médecine intégrative est en train de se développer très rapidement et c'est la conjonction des médecines conventionnelles et des médecines complémentaires et aussi de la médecine du mode de vie qui est pas très souvent, connue. C'est-à-dire dans notre habitat, comment, est-ce que notre habitat est sain dans ses différentes composantes? Toujours pareil, hein, matériel, et aussi énergétique et en lien avec, les ressentis en fait des personnes, enfin des habitants. Et dans une entreprise, c'est pareil. Il y a un lieu, il y a des, voilà, il y a des différentes sphères qui sont abordées dans l'entreprise, sur différents angles. En tout cas, la médecine intégrative, est en train de vraiment se développer. Il y a des synergies entre des disciplines récentes du développement personnel et des disciplines du champ de la médecine conventionnelle. Il y a des pôles qui se font, y compris à l'étranger, mais même en France, hein. À Bordeaux, par exemple, il y a un institut de médecine intégrative qui a été créé, avec beaucoup de recherches liées au cerveau humain, et qui fait des places à des médecines telles que la méditation, la pleine conscience, toutes ces choses-là. Et ce n'est que le début.
Et il y a bien d'autres pôles qui existent aussi en France. Et à l'étranger, c'est encore plus développé. Tout ça pour vous dire que pendant longtemps, on était dans une dissociation des sphères. Et là, on rentre dans une période, là, en ce moment, où il y a une conjonction, une synergie avec des codes de compréhension que chacun essaye d'adopter pour pouvoir faire avancer collectivement notre connaissance de l'être humain, notre mode de fonctionnement, nos comportements. Alors sur ce, maintenant, on va parler du marché du bien-être. Quelques chiffres clés. On va commencer par le monde. Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un organisme qui vient souvent et qu'on m'avait cité à l'échelle internationale, qui est le Global Wellness Institute, et qui fait des rapports et des analyses à l'échelle globale assez fines sur notamment tout ce domaine du bien-être au sens très large. Là, sur ces éléments, vous voyez peut-être pas à l'écran, mais je vais juste vous le commenter. On voit qu'entre 2019 et 2022, sur tous les secteurs du globe, il y a eu une progression du marché du bien-être. Pour certains substantiels, il y en a, c'est de l'ordre de 6% en les 3 ans, ce qui c'est pas négligeable. Et là, si on se focalise sur bon, l'Amérique du Nord, c'est 23%, c'est énorme. L'Asie-Pacifique, 7%, et l'Europe, c'est 14%. Donc, ce sont des marchés qui sont en pleine expansion à l'échelle globale et mondiale. Ensuite, en Europe, ça m'a paru intéressant de vous expliquer dans ce marché qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est assez vaste. Dans le marché du bien-être, on va depuis les espaces bien-être, les thermes, la santé mentale, les spas, l'immobilier autour du bien-être, les aménagements autour du bien-être, les médecines traditionnelles et complémentaires, la prévention de la santé publique, les activités physiques, le tourisme du bien-être, la nutrition et puis bien sûr tout ce qui est soins beauté. Ces marchés voilà, sont bien sûr avec des proportions différentes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, il n'y a pas trop de surprises sur tout ce qui est nutrition, soins et santé, on le voit concrètement. Par contre, il y a des choses qui sont en train d'émerger, des secteurs, des composantes qui sont en train d'émerger, c'est le tourisme du bien-être, qui est en train de prendre un essor considérable et on verra après. Et puis tout ce qui est lié à la santé mentale. Santé mentale, prévention de la santé publique. Ça c'est, et puis bien sûr tout ce qui est médecine complémentaire. Ce sont des secteurs qui, vous verrez, sont en forte progression. Et en Europe, la France, comment elle se situe? Mais dans le marché, on est en fait en volume, hein, je parle. Donc on est quand même la France en troisième position, avec en troisième position. Voilà. Et devant, c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc c'est un marché qui est très consistant, la France. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les progressions par rapport à des projections de 2022 à 2027. Donc, voilà, des statisticiens ont fait des projections. Alors, bien évidemment, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. C'est bien sûr que des projections, mais ils sont calculés par rapport à des tendances de fond qui durent depuis quand même quelques années. Et les secteurs qui émergent et qui se dégagent du marché du bien-être, il y a l'immobilier ou l'habitat sain. Ça, c'est le premier. C'est un peu associé, mais aussi on a le tourisme du bien-être qui est en plein essor. Et je travaille quand j'ai voyagé au Portugal, je travaillais avec des cabinets spécialisés là-dedans parce que ça m'intéressait. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un axe majeur du développement de toute la filière touristique, le tourisme du bien-être, avec des attentes très très fortes. Et si ça vous intéresse, on pourra en discuter après en aparté, mais voilà. Les sources thermales et minérales qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'approche du soin par rapport à des pathologies. Et intéressant, le bien-être mental. Le bien-être mental est en forte progression, 12,8% sur une projection de 2022 à 2027. Donc c'est quand même considérable.
et ça reste logique par rapport à des sujets qu'on retrouve, y compris dans le domaine de l'entreprise, mais aussi dans le domaine des sphères privées, hein. Le bien-être mental est un enjeu majeur dans les attentes de la population. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, forte progression attendue dans le monde sur des projections de 2022-2027. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez au fur et à mesure. Je les relèverai en fin d'émission. Alors, le lien avec la QVCT et les enjeux actuels RH. Alors, je me suis basé sur une étude qui est assez récente sur Great Place to Work, qui fait des études régulières, sur un sondage qui a concerné 4000 salariés, structurés de manière représentative de la population française, entre décembre 2023 et janvier 2024. Donc, vous voyez, c'est très récent. Il y a une donnée clé qui est importante, qui est que 61% des salariés français estiment que leur entreprise ne fait rien ou juste des actions cosmétiques dans le domaine de la QVT. Donc ça, c'est un chiffre fort. Et puis on va rentrer dans le sujet par rapport à ça. Les 3 autres chiffres qui sont importants, c'est que les 3 risques de travail les plus importants identifiés par les Français sont liés à leur santé mentale. Et donc le premier, c'est le burn-out pour 31%. Le deuxième, c'est l'ennui, la perte de sens pour 23%. Et la troisième, la gestion de la pression et de l'urgence pour 20%. Donc, ce sont des chiffres qui sont vraiment pas négligeables, qui sont même relativement importants. Tout ça, je me suis attardé là-dessus parce que il y a plein d'autres chiffres et on peut rentrer dans la structuration et il y a une sociologie par rapport au type de profil de fonction d'entreprise. Vous verrez, c'est intéressant dans l'étude. Si vous la voulez, je vous mettrai le lien. Moi, ce qui est important à voir, c'est qu'il y a des attentes fortes, vous avez vu, de la part des collaborateurs de l'entreprise. En parallèle, on a des entreprises qui font des choses, qui prennent conscience du sujet, qui essayent des choses. Et ce qui est important de voir, c'est que des fois, et même souvent, on a des décalages entre ce qu'on pense faire et comment c'est perçu. Et ça, c'est un sujet qui est très très important, qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis sur le devant de la table. C'est-à-dire qu'il y a des choses concrètes qui sont faites dans l'entreprise. La base, c'est travailler sur l'organisation du travail, les process, la communication interpersonnelle, qu'est-ce que je voulais dire, tout ce qui est lié au management, à la professionnalisation du management, etc. Ça et là, il y a des choses qui sont faites dans l'entreprise. Par contre, ce qu'il y a, c'est que il y a autant d'êtres humains que de perceptions différentes. Et ça, cette notion de perception, elle n'est pas appréhendée parce que on considère que c'est du subjectif. Et entre autres. Pourtant, c'est important de l'appréhender. Et la notion de perception, même si elle est ce qu'elle est, même si elle est peut-être excessive ou parfois, il faut la prendre en compte parce que de toute façon, un être humain, il est avec ses perceptions. Et aujourd'hui, dans les turnovers qu'il y a, dans les difficultés de recruter, dans tous les coûts associés au désengagement des collaborateurs dans l'entreprise, en fait, ce qui compte, c'est la perception du collaborateur parce que c'est lui qui s'en va. Hein. Donc, quand il part ou quand il y a un décalage de perception entre un poste de travail énoncé et puis ce qui est dans la réalité et dans le vécu du collaborateur, il peut y avoir des décalages. Donc moi, à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut arriver à traiter de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a des choses qui existent, il y a une réalité, et il y a les perceptions. Et je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté. C'est important de prendre la juste mesure et même de l'évaluer, ces perceptions. Voilà. Donc ça, c'est un point important, selon moi. On parlait de désengagement. Alors, le lien de la QVCT, toujours avec les enjeux RH actuels, c'est qu'on constate qu'il y a une accélération des changements de paradigme et de transformation. Tous les systèmes de repères qui ont fait office depuis des décennies
on aujourd'hui ces systèmes en fait sont, pas fragilisés mais, remis en question, pour justement garder ce qu'il y a de bon à garder et les faire évoluer. Mais ce qui change en ce moment, c'est l'accélération du rythme de ces changements de paradigme. Plus on avance dans le temps, plus il y a une accélération forte. Et ça, c'est difficile pour les gestionnaires, pour les dirigeants, pour les collaborateurs, pour toutes les sphères professionnelles, de suivre le tempo. Et ça, c'est important d'avoir à l'esprit et d'essayer de voir qu'est-ce qui est en train d'émerger. Je vous ferai part de ma vision qui est très personnelle et voilà, que je vous partagerai. Avant ça, le coût du désengagement par an et par salarié représente 13 250 € selon la dernière étude 2023 faite par le cabinet Mozart et Apicil, d'ailleurs, au travers d'un indice qui s'appelle l'IBET, l'indice de bien-être au travail, qui est d'ailleurs repris par l'INSEE, s'il me semble bien. Donc c'est un indicateur qui est fiable, qui fait appel à des données structurées, consolidées, donc voilà, c'est intéressant. Donc vous voyez que quand même, c'est une masse énorme de coûts qui parfois n'est pas évaluée par l'entreprise, en tout cas dans son forme analytique. Et on estime qu'il y a à peu près 2/3 de coûts qui sont jugés compressibles. Il y a des facteurs qui sont toujours aléatoires, c'est pour ça qu'il y a un tiers en fait qui ne sont pas compressibles, mais il y en a 2/3 qui peuvent être jugés compressibles. Donc on va dire que ça fait à peu près 9 à 10 000 €. Donc ça, c'est pas négligeable parce que c'est vraiment comme un fonds perdu, qui était peut-être aussi dans l'inconscient collectif assimilé comme quelque chose, voilà, mais c'est comme ça, une fatalité. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est pas une fatalité et que c'est une réserve qu'on peut utiliser on peut réduire pour gagner en efficacité. Voilà, dans les bilans financiers, on peut arriver à avoir des meilleurs rendements de bilan financier si on parle que de la partie gestion, en touchant à ces coûts, de désengagement. Alors les coûts de désengagement, c'est, le turnover, les coûts pour recruter un collaborateur, pour le former, le licenciement quand il part s'il y en a, les arrêts de travail, les maladies professionnelles, hem, la perte de performance parce que démobilisation du collaborateur. Tout ça, ce petit package, puis peut-être 2-3 trucs en plus, ça représente 13 250 € par an et par salarié. Donc important. En parallèle, il y a, une réglementation qui est renforcée en matière de santé et sécurité. Hem, donc il y a la loi Rebsamen que les professionnels ici connaissent, de 2015, qui a, intégré, l'obligation de mettre la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, dans les NAO, négociations annuelles obligatoires. Il y a l'ANI, le dernier accord en 2020, qui a précisé, transformé la QVT en qualité de vie et conditions de travail, justement pour renforcer, cet aspect de conditions de travail dans l'approche globale de la qualité de vie au travail. Et on l'a même vu dans le code du travail qui a été transposé en 2022, même chose dans la terminologie. Donc on voit que la réglementation pousse à se saisir de ces sujets. Donc, donc moi j'ai tendance à dire quand la réglementation, surtout en France, arrive, pardon, dans ces sujets, c'est que, il y a une maturation et que c'est le moment en fait de pouvoir généraliser, ces changements. Allez, c'est pas terminé. Après, il y a d'autres phénomènes externes à l'entreprise. En ce moment, on est face à une crise économique, sociale, politique, une crise de modèle et de sens, à l'échelle globale et humanitaire. Mais on le retrouve aussi dans l'entreprise, parce que, il y a différentes générations, une évolution des consciences qui est dans des attentes différentes, beaucoup plus axées sur l'humain, le sens. On le voit, hein, il y a des postes nouveaux qui apparaissent qui vont dans ce sens justement, avec, responsable de la qualité de vie au travail, un fort volet humain dans les préventions santé et sécurité au travail. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc ça, c'est, quelque chose de global. L'autre chose,
le développement de l'intelligence artificielle. Hem, Ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau, comme on a pu le constater avec, l'arrivée du web et de la numérisation il y a quelques décennies, qui était source d'angoisse et d'inquiétude parce que nouveaux changements de repères. Mais là, c'est la même chose. On commence à intégrer, avec l'avènement de l'IA, des questions de fond et des collaborateurs se posent des questions sur, la pérennité de leur travail, sur est-ce que ça va être remplacé? Donc et tant d'autres questions. Hem, sur la notion de la valeur ajoutée, de la valeur humaine. Quelle est la place de la valeur humaine dans la systémique organisation de l'entreprise? Donc c'est une source d'angoisse aussi. En parallèle, hem, on assiste de plus en plus, hem aux attentes fortes en termes d'enjeux RH sur le développement des compétences et notamment des soft skills, le savoir-être en gros. Hem, c'est devenu un enjeu majeur. Alors peut-être qu'il y a des liens entre l'IA, hein, parce qu'il y a des tâches techniques qui peuvent être supplantées par l'IA aujourd'hui, par mais par contre le savoir-être, pour l'instant ça n'est pas le cas et bon ça c'est une petite aparté, mais c'est pour ça qu'il y a plein d'enjeux importants dans le développement des compétences. Donc les soft skills, comment on peut faire de la transposition de compétences. Euh, L'autre jour, j'ai échangé avec quelqu'un que j'ai accompagné, parce que je fais encore du coaching de transition professionnelle, et un DAF très analytique et qui devait être licencié concrètement. Et en fait, il avait des fortes capacités créatives. Il était membre d'une association d'art thérapeutes, etc., donc très passionné là-dessus, mais qui n'avait pas la possibilité en fait d'exploiter ce côté créatif dans l'entreprise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en travaillant sur la mise en valeur de ses compétences transposables, il y avait un poste dans son groupe qui se libérait sur un poste de directeur marketing. Et c'est intéressant parce que il avait un côté analytique et un côté créatif. Et donc du coup, dans les entretiens, en fait, c'est lui qui est sorti en premier, enfin dans la shortlist, qui est sorti de la shortlist, parce qu'il avait ce côté, ces deux côtés. Et ça, c'est intéressant parce que ces compétences transposables, c'est une mine, un vivier qui est important dans les entreprises, mais qui sont pas toujours exploités parce que le recruteur, la recrue, le collaborateur a été recruté sur une fonction, pas cataloguée, mais identifiée par rapport à une fonction. Mais parfois, on est passé à côté de des compétences transposables. Et ça, il y a un vrai levier à faire de travail pour faire évoluer les organisations. La fidélisation des collaborateurs, les nouvelles formes de travail, hein, prestataires, en coopératif. Il y a différentes formes en hybride, bien évidemment, hein, télétravail, pas télétravail, etc. Il y a ces enjeux. D'autres enjeux, c'est le rapport au travail. Qu'est-ce qu'on met comme notion par rapport au travail? Qu'est-ce qu'on met comme priorisation? On constate qu'il y a un décalage de plus en plus fort sur les attentes par rapport au travail. Voilà. La cohésion intergénérationnelle, etc. Enfin, il y en a plein. Donc là, on est vraiment sur des enjeux très forts de transformation, euh, poussés par des nouvelles générations aussi, qui ont des attentes très fortes, très engagées, voilà, qu'il faut prendre en compte. Salut Florent, je vois que tu es connecté, ça fait plaisir de te voir sur le live. Et merci pour tes commentaires. Alors, je continue. Alors, approche de développement personnel, une offre pléthorique. Aujourd'hui, pour faire très simple, on voit qu'il y a des approches qui sont reconnues par la science académique et par certaines instances officielles, et ça diffère selon les pays. Et puis, de l'autre côté, il y a celles qui sont non encore reconnues. Toujours la même chose en fonction des pays. Il n'y a pas toujours les mêmes systèmes de validation, de reconnaissance par les instances officielles, et notamment la science académique. Ce que je vous propose, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 axes. Donc, dans ces approches de développement personnel, il y a la première chose, c'est la connaissance de soi. Alors sur un plan physique, psychique, émotionnel, et puis ce qui vient de plus en plus, c'est spirituel. Alors spirituel, il faut bien l'entendre
au sens déconnecté du religieux. Parce que malheureusement, en tout cas dans notre culture française, dans d'autres pays c'est encore un petit peu différent, mais dans notre culture française, on associe le spirituel au religieux. Alors que c'est deux choses différentes, enfin pas différentes, mais qui peuvent se rejoindre, mais qui ne sont pas les mêmes choses. Voilà. Donc la connaissance de soi, les relations interpersonnelles, important. Donc on a des disciplines qui ont beaucoup d'acquaintance pour travailler sur les relations interpersonnelles. Comment mieux communiquer, comment mieux être dans l'empathie, dans le ressenti, comment relationner, aborder quelqu'un, etc. Et puis les relations avec l'environnement physique de travail. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui n'est pas forcément toujours très connu. Et il y a des disciplines qui sont très très fortes, qui se développent là-dessus et qui sont très efficaces. Pardon. Alors, des approches reconnues par les instances officielles en France, j'en ai listé quelques-unes. Les TCC, thérapie cognitive comportementale. Alors, on est dans la thérapie, mais dans ces techniques, parce que ce sont des outils, des approches et postures, qui peuvent être transposables dans le champ du développement personnel, sans être dans le domaine de la thérapie. Quand il n'y a pas de pathologie identifiée, mais quand on veut développer des comportements, on peut utiliser aussi ces TCC. La PNL, programmation neurolinguistique, qui est de plus en plus connue en France en tout cas. ProcessCom, Success Insight, tout ça ce sont des outils de profiling avec des profils couleurs pour créer des catégorisations, en tout cas pour identifier des profils, que ce soit dans le cadre de recrutement, mais aussi pour créer des équipes projets. De plus en plus, on fait appel à ces outils de profiling pour optimiser la gestion d'équipe ou pour venir en appui décisionnel dans le choix de candidats. Voilà, donc le MBTI, le DISC, Assess First, qui est de plus en plus utilisé aussi, et puis l'analyse transactionnelle. Voilà. Il y en a d'autres, hein. C'est une liste non exhaustive, c'est pour vous donner des points de repère. Et à côté, il y a d'autres approches qui sont reconnues dans d'autres pays, la kinésiologie, le décodage biologique. Kinésiologie, décodage biologique, on est sur le rapport entre le corps et puis les points en souffrance, les sphères émotionnelles, spirituelles, et puis les sphères aussi psychiques. Et d'ailleurs qui ont de plus en plus de bénéficiaires, parce qu'on passe par le corps. Et le corps, en fait, souvent, en fait, il parle pour nous, hein. Il fait passer des messages sur des choses enfouies, inconscientes, des blocages, des croyances limitantes. Et ça, en ce moment, ça a beaucoup le vent en poupe, parce qu'on est dans une approche globale, holistique. Et c'est ce que je vous disais en préambule. On tend vers des approches beaucoup plus globales, à plein de niveaux, et y compris dans le rapport au développement personnel. La médecine traditionnelle chinoise, avec les méridiens énergétiques et les décodages qu'il peut y avoir sur des tensions et des causes profondes par rapport à ces tensions, qui sont aussi liées à de la kinésiologie du décodage. Donc on est sur des disciplines avec des savoirs qui sont en conjonction. Le Yiking aussi, qui est une très vieille science en Asie, qui est utilisée, qui est très fortement corrélée à la médecine traditionnelle chinoise. Le Feng Shui pour l'habitat, la géobiologie aussi pour l'habitat, pour l'étude des réseaux énergétiques. D'ailleurs, en Angleterre, il y a des bâtiments qui sont construits en coopération avec des géobiologues de plus en plus. Ça rentre pas le courant, mais c'est pas quelque chose d'isolé. Et le design humain, c'est un outil de profiling qui mixe un petit peu les outils qu'on a vus précédemment avec une approche un peu plus liée à l'énergétique, à la manière d'interagir avec d'autres personnes, avec des caractéristiques très spécifiques, mais qui portent une approche globale, pas que physique, mais liée à la psyché et à l'énergétique. Il y en a tellement d'autres que c'était juste pour vous donner quelques exemples. Mais je voulais vous montrer que
il y a des disciplines qui sont reconnues officiellement dans d'autres pays et d'autres non. Voilà. Alors, les expérimentations actuelles et en émergence. Donc il y a un fort contraste en France entre, en gros, les palliatifs au stress et les pathologies. Donc, ce qu'on voit, alors ça, c'est le fruit de, bon, j'ai beaucoup de DRH, de DG en contact dans mon réseau LinkedIn. J'ai fait des petites enquêtes, créé des échanges. C'est non exhaustif, hein, ça n'a pas de valeur d'étude scientifique, mais c'est le reflet de ce que je peux avoir comme retour. Donc, de plus en plus en intra, donc dans les entreprises, on voit qu'il y a du yoga, de la méditation, la pleine conscience, des massages aussi relaxants pour libérer les tensions, des tensions qu'il peut y avoir, avec par exemple du massage Amahasi qui existe, qui se développe, sur des pauses déj ou en fin de journée, pour relâcher la pression. Parce que le corps emmagasine quand il y a une perception de stress, enfin, quand il y a de stress négatif, bien évidemment, parce qu'il y a du stress positif, stimulant. Et quand il y a du stress négatif, il y a des tensions qui se cristallisent dans le corps. Et donc, ça crée des blocages et des fois, il peut y avoir des nœuds. Donc, il peut y avoir dans des entreprises des intervenants qui viennent de temps en temps et faire de la rééquilibration corps-esprit pour sentir un peu mieux. Sans qu'il y ait forcément une pathologie derrière, mais voilà, pour globalement avoir une sensation de bien-être, un état de bien-être. Le coaching, la CNV, communication non violente, ça c'est de plus en plus intégré dans l'entreprise. C'est très bien, je trouve d'ailleurs, parce que ça peut être très efficace. Alors le coaching est très dévoyé en termes de terminologie, hein, parfois un peu connoté. Ça dépend des pays aussi. En France, en tout cas, ça l'est. Pas pour tout le monde, mais pour une partie non négligeable de la population. Mais ça a des effets intéressants de stimulation et d'accompagnement. La CNV aussi. Ça permet de fluidifier des relations, de comprendre des codes de langage, de mieux interagir avec un écosystème professionnel notamment. Donc ça. Les team building axés sur le développement de la pleine conscience, l'ouverture d'esprit, avec de la PNL, des fois la déconnexion technologique, la détoxification aussi, dans notre société hyper connectée. On voit ça, un retour à la nature aussi, aux choses essentielles, à l'ancrage, au temps de pause, dans une société hyper connectée. Donc on a ça. Et aussi de plus en plus des team building, je ne l'ai pas mis, mais qui sont liés à des parcours de transformation interne, des prises de conscience fortes sur des choix, des équilibrages entre la vie perso, la vie pro, le retour au sens profond dans l'équilibration. Ça c'est quelque chose qui est fortement intégré dans les team building en ce moment. Bien évidemment, il y a les applications liées au sport et à la nutrition et au développement de communautés thématiques associées à tout ça. Ça, ça a beaucoup le vent en poupe en ce moment, et notamment en France. J'ai des contacts très rapprochés avec Decathlon, où bien évidemment, ils sont dans cette sphère-là, mais ils se rendent compte que ça fait... ces communautés de sport-nutrition sont en train de se développer un peu partout, et y compris dans des groupes qui sont pas liés au sport, et même dans les PME aussi. Ensuite, l'autre chose, les contacts de professionnels du bien-être et du développement personnel, des thérapeutes qui sont proposés par les CSE, les comités socio-économiques. Alors que ça soit de manière informelle ou issue de carnets d'adresses de DRH. Pour en discuter avec des DRH, ils sont très sollicités de plus en plus pour avoir des conseils par rapport à ça, par rapport à ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider sur telle approche, parce que comme il y a de plus en plus un lien fort qui se fait sur des aspects de souffrance, les DRH essayent dans leur propre vie, expérimentent comme certains, et puis du coup ils se transmettent de manière officieuse des coordonnées. Voilà.
Et il y a ça et puis de plus en plus aussi des comités de CSE, des CSE pardon, qui, mettent à disposition un référencement de professionnels plus ou moins, formalisés ou informels. Et ça, c'est intéressant cette approche parce qu'on voit qu'il y a un vrai tabou sur le sujet, parce que, il y a besoin d'aller professionnaliser plein de plans autour de cette développement personnel, hein. C'est pas que les disciplines, c'est toute l'approche qu'on en a, comment, on l'amène, comment on en parle, quel est le cadre de référence par rapport à tout ça. Et ça, il y a besoin vraiment de l'investiguer. Hem, donc, voilà, donc ça existe. Même, il y a pas longtemps, un grand groupe là qui m'a montré justement comment c'était formalisé, des choses, plus ou moins intéressantes avec des applications, des plateformes aussi. Voilà. Des plateformes de mise à disposition de professionnels du développement personnel, coach, psychologues et autres disciplines reconnues. Il y a des choses qui sont plutôt bien faites. Bon, si vous voulez, je vous en parlerai, en privé, mais, la liste est tellement longue, mais il y a de plus en plus de structures, de plateformes qui, avec des algorithmes, qui font des associations et qui font des suggestions de ces professionnels pour des collaborateurs. Donc on a des entreprises qui souscrivent des abonnements de groupe et les collaborateurs peuvent avoir accès à ces plateformes et ces ressources d'experts sur des disciplines par contre reconnues. Et ça, c'est important parce que 90% de ces plateformes mettent à disposition des professionnels reconnus, donc principalement des psychologues, et puis des disciplines qui sont connexes à la psychologie. Voilà. Les émergences maintenant. Euh, donc il y a une forte demande sur des approches globales, corps, énergétique, psychique. Par exemple la kinésiologie, et y compris dans l'entreprise. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez vu, j'ai posé la question en introduction, mais en fait il y a déjà une réponse. On n'est pas dans un phénomène de mode au niveau du développement personnel. C'est une tendance de fond qui dure depuis longtemps. Qui est pas nouvelle, hein, même les premières approches datent des années 60 en Californie, donc on a mais ça a passé des paliers. Mais aujourd'hui, il y a une accélération sur une demande forte globale sur un champ personnel et donc les particuliers expérimentent de plus en plus, ces sphères. D'ailleurs, eux aussi ont les mêmes problèmes des entreprises, hein, ils savent pas, où s'adresser, ils connaissent pas toutes les techniques, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme qualité aussi, comme formation, enfin voilà, toutes ces questions-là. Mais ils expérimentent. Commence à y avoir un début de maturité d'une certaine catégorie de la population sur les particuliers qui commence à avoir un peu de recul. Et quand ils viennent en entreprise, ben, souvent, ben, comme ils sont très engagés depuis un moment sur ces approches, ben, ils aimeraient, ne serait-ce que pour en parler dans l'entreprise, voir si l'entreprise peut les aider, soit dans la mise en réseau, soit dans le financement ou le cofinancement de ces approches, ou tout simplement participer à des expérimentations dans le sujet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, des émergences qui sont un peu en sourdine aujourd'hui, mais qui sont dans des fortes demandes et fortes croissances. D'autres choses, c'est tout ce qui est lié à la connaissance de soi, et notamment parce que les collaborateurs sont dans des parcours de vie, de transformation, de changement de poste, de mobilité professionnelle. Et donc, dans ces repositionnements, ils sont en quête de connaissance de qui ils sont. Et donc, bon, ils utilisent des approches classiques, comme on a vu précédemment, avec des tests de personnalité, des profilings, mais ils vont chercher aussi des approches un peu plus, on va dire, ancestrales, un peu plus exotiques. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est pour vous donner une idée, telles que l'astrologie, la numérologie, bon, le design humain qui est un peu, voilà, qui est un peu à côté encore, mais qui est de plus en plus utilisé en Amérique du Nord, notamment par des cabinets de recrutement et des recruteurs pour faire du profiling. Donc voilà, cette conjonction, cette mondialisation de communication fait que la population s'intéresse à ce qui se fait ailleurs, teste, expérimente, cherche des experts en local et voilà. Et l'autre forte émergence, c'est la relation au milieu de travail et notamment tout ce qui est lié à l'hyper-électrosensibilité.
On a aujourd'hui à peu près dans les études, il y a une étude suédoise là, qui a été faite, suédoise ou danoise, je sais plus, qui estime à peu près 15% de la population environ qui est électrosensible. Et dans les projections qui sont faites, dans les 10 à 15 ans, on est à peu près à 25, voire peut-être 30% de la population, ce qui est considérable. Et ça, c'est dû en fait à ce que les paramètres environnementaux qui sont liés, on parle beaucoup de réchauffement de la planète, mais il y a notamment aussi tout ce qui est hyper connexion, et notamment les corps qui ont du mal à s'acclimater à cette, euh, on appelle ça un électrosmog, c'est-à-dire la foison des flux de relais de communication qui nous traversent, et donc le corps a du mal à se mettre en repos. Et donc en compensation, et même on le voit en épigénétique, il y a des gens qui développent des hyper-électrosensibilités, qui, pour vous donner un petit exemple, un hyper-électrosensible va ne pas pouvoir être dans une pièce où il y a du Wi-Fi. Certains partent des combinaisons qui les amènent à avoir un déchargement de la pollution électromagnétique à la Terre. Donc c'est vraiment c'est un calvaire, hein, cette vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer avec des nuances dans l'hyper-électrosensibilité, mais qu'il faut appréhender parce qu'on rentre dans le champ de la responsabilité de l'entreprise, notamment sur la condition de travail, au poste de travail. Donc voilà. Et ça, moi j'ai beaucoup creusé la question, c'est passionnant, et il y a plein de choses qui sont possibles pour aménager. Voilà. Ensuite, je vois que l'heure avance, donc je vais essayer d'être concis. La mesure de l'efficacité des programmes. Alors, je vous ai donné des approches, des notions. Bien évidemment, pour rejoindre ce que j'ai dit en préambule, il y a des mesures qui relèvent des mesures factuelles et d'autres des perceptions. On peut mesurer des perceptions. Alors, comment mesurer l'efficacité de programmes bien-être ou développement personnel? La première chose à faire, c'est que quand on veut mesurer, en fait, on positionne des tableaux de bord analytiques. On réfléchit sur la construction d'indicateurs factuels, mais pas que, mais aussi de perception. Et dans ces tableaux de bord, ce que je préconise souvent, c'est d'inclure des indicateurs qui sont déjà robustes. L'IBET en fait partie, l'indice de bien-être au travail, qui est un ratio, un indice qui combine ce que je vous ai dit en préambule sur les indices de turnover, de turnover, de licenciement, de départ, de maladie professionnelle, absence au travail, etc. Donc c'est un agrégat qui est assez bien fait. Et ça peut être déjà un bon point de mesure. L'autre chose aussi, c'est d'utiliser des baromètres de perception de la QVCT par les collaborateurs. En ce moment, il y a de plus en plus d'entreprises qui créent des baromètres et qui commandent des études ponctuelles à l'instant T, peut-être 2 fois par an ou 1 fois par an, qui donnent une perception, mais à une image T. Mais pris dans le temps, si on fait des baromètres sur 4, 5, 6 ans, on voit des indications, des corrélations qui peuvent se faire. L'autre chose, c'est les différentes instances officielles. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas forcément des données quanti, ça peut être des données qualitatives. Dans le cas de réunions de CSE, de CSST, de CODIR, COMEX, COPIL, où il y a des rapports qui sont faits, des comptes rendus, et on va voir des fois des sujets qui sont abordés, qui sont... Le quali, c'est intéressant parce que c'est parfois la pointe de l'iceberg, le sommet de l'iceberg. Et quand on voit que ces sujets commencent à être clôturés, traités, et puis que ça commence à évoluer, ce sont des indications de données qualitatives à prendre en compte. Ensuite, les tableaux analytiques financiers relatifs au coût de désengagement du personnel. Au-delà de l'IBET, on peut faire une extrapolation dans les bilans pour aller mesurer et voir comment est structuré de manière analytique ces coûts de désengagement du personnel. Et puis, inclure une temporalité suffisante. Quand on s'engage dans des programmes comme ça, quand on veut
mesurer, il faut un minimum de recul pour voir les débuts des transformations se traduire par des résultats chiffrés ou des choses, des effets notables. Voilà, donc oui, on peut mesurer, mais voilà, c'est comme tout projet, il faut prendre le temps de bien construire son outil de mesure. Alors, comment s'y retrouver dans les approches? Ce que moi, pour moi, c'est important, c'est une indication, hein, bien sûr, j'ai ma méthodologie, mais c'est pour vous donner des idées, c'est partir du macro au micro. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches qui existent, mais c'est important déjà de bien spécifier et de cadrer les besoins RH prioritaires à travailler. Parce que vous avez vu, j'en ai listé quelques-uns, mais qui sont non exhaustifs, mais dans tout ça, il y en a qui sont prioritaires, qu'on peut prioriser en fonction du degré d'urgence. Si on fait de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, pour ceux qui connaissent le HSE, donc ça, c'est des indications déjà. Et puis c'est important de ne pas tout faire en même temps. C'est de faire des tests, travailler sur certains objectifs RH prioritaires. Je vous en ai listé quelques-uns là, voilà, qui sont dedans, hein. Réduire l'épuisement professionnel. Un point aussi important que j'aime bien, c'est améliorer la vigilance sécurité au travail, pour des métiers du BTP par exemple, ou des métiers comme ça. Gérer le stress négatif, développer la flexibilité et l'adaptation, identifier des talents conscients et transposables aussi, ça c'est important en ce moment. Il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, c'est de se focaliser sur les besoins RH prioritaires. Et en fonction de ça, de constituer des équipes projets qui sont représentatives à la fois des métiers, des fonctions et aussi, je rajouterais, des différentes sensibilités dans la vision des choses sur ces domaines. Il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de croyances, mais c'est important de prendre en compte tous les avis. Et ça, c'est une clé fondamentale. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis partir de la décomposition entre la connaissance de soi, la relation interpersonnelle et la relation à l'environnement physique de travail. C'est déjà une première base. Voilà. Après, on peut affiner, hein. Et l'autre chose aussi, c'est de penser à l'adéquation entre l'approche, l'accompagnant et le bénéficiaire. C'est que vous pouvez prendre 2 accompagnants avec la même technique, même formation de base, il y a le feeling qui va passer différemment entre les équipes. Et ça, c'est super important, cette dimension à prendre en compte. On pourra travailler dans ces sphères entre la thérapie et le développement personnel. Ce facteur est, je dirais, peut-être le plus prépondérant. Parce que il y a des effets miroirs qui peuvent se faire, il y a des synergies, une accointance, et cette mise en confiance est fondamentale pour co-responsabiliser à la fois le bénéficiaire, ça c'est important, qu'il soit acteur de cette démarche. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la démarche de volontariat, à mon sens, et qu'il soit acteur à la fois le bénéficiaire et l'accompagnant, qui est vraiment en thérapie, on parle d'alliance thérapeutique, mais dans le champ de l'entreprise, on pourrait parler d'alliance de développement, voilà, de co-construction. On peut mettre la terminologie qu'on veut, mais c'est fondamental, ça. Ce sont des projets qui sont tellement sensibles, tellement nouveaux, tellement impactants aussi, que c'est important d'avoir de la finesse, de l'écoute, de la remise en question, de l'humilité. C'est de l'expérimentation et en plus, ce qui peut marcher pour une entreprise, une méthodologie, une approche, un déroulé, ne va peut-être pas forcément marcher pour d'autres, stricto sensus. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un vrai travail d'équipe avec toutes les instances représentatives, et que ce soit un projet d'établissement et pas, comme c'est fait souvent en ce moment, fait à la marge voilà. Parce que voilà, on sent qu'il y a un besoin, donc on essaye d'y répondre dans l'urgence, mais c'est pas structuré. Je pense qu'aujourd'hui, le mot-clé, c'est de structurer l'intégration du développement personnel dans l'entreprise. Parce que de toute façon, je pense que ça y viendra, on le voit déjà, mais ça va changer de braquet.
de fait que mais certaines nouvelles générations même le demandent en négociation dans les packages aussi. Et ça, on commence à le voir. Est-ce que vous avez un programme de développement personnel dans les packages? Pas que les aimants financiers, mais vraiment ça. Donc, je pense qu'il est vraiment urgent pour tous les décideurs de prendre en compte ce fait, d'y réfléchir calmement, posément, de voir ce qui se fait, de structurer des idées, des projets, des visions communes, et puis de faire des expérimentations en toute transparence avec les collaborateurs, hein. C'est de dire, ben voilà, on ne détient pas la vérité, on n'est pas des magiciens, on sait que vous avez des attentes. Nous, on voit qu'il y a, la science commence à étayer l'efficacité de certaines disciplines. Utilisons cet outil. Comme l'IA est en train de venir, donc qu'est-ce qu'on en fait? Quelle vision on donne? C'est toujours la même question. Et, et ça, à mon sens, on est dans une ère où il faut professionnaliser en fait l'avènement du développement personnel à plus grande échelle dans l'entreprise. Donc, pour aller plus loin, fonctionner en logique projet multipartite, ça c'est clair, c'est indispensable. Moi, j'ai mené des projets d'évaluation des risques psychosociaux il y a 15 ans maintenant, et, et c'était indispensable. Et là, en ce moment, on est encore dans un cran encore plus sensible, donc ça va. On est obligé, et c'est souhaitable d'ailleurs, parce que c'est riche d'enseignement, de travailler en projet multipartite. L'autre chose, c'est constituer un vivier d'experts de qualité. Ça, c'est pas facile, mais je vous expliquerai, j'ai travaillé sur le sujet. Ensuite, amener le projet sous forme d'expérimentation en faisant appel au volontariat. Ça, c'est super important. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des volontaires. Si c'est mis imposé, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est clair. De la progressivité dans le projet. Ça, dans l'accompagnement au changement, et tout ce que vous connaissez, moi je connais aussi, mais vous connaissez tous ça, qu'il y a des approches à adopter pour accompagner un changement avec des paliers de transition, avec notamment des clés importantes, la pédagogie, la communication ciblée, adaptée sur des faits objectifs, des données chiffrées et des témoignages expérientiels. Ça, c'est une clé importante. Le vécu, l'histoire qui a été vécue par les collaborateurs qui sont engagés dans cette expérimentation. Ça, c'est fondamental. Et respecter les temps d'intégration et d'appropriation des changements de vision. Fondamental. En thérapie, quand on fait du développement personnel ou quand on fait de la thérapie, entre des séances, il y a des temps d'intégration qui sont fondamentaux. On ne peut pas enchaîner les séances comme ça à la volée parce que la psyché, tous les corps et toutes les sphères d'un être ont besoin d'avoir un temps d'intégration des nouvelles informations, des nouvelles, ce qui apparaît de nouveau. Dans les projets comme ça, c'est exactement la même chose. Il y a des temps d'intégration, de réflexion, de consolidation qui sont nécessaires. Alors, ma proposition de valeur ajoutée. Alors, dans tout ça, aujourd'hui, ce que je propose comme valeur ajoutée pour répondre à ces enjeux, c'est un vivier d'experts de qualité en développement personnel. Depuis maintenant un petit moment, que c'est 20 ans, j'ai pu tester, sélectionner, trier, former, accompagner des professionnels du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai un vivier qui est important et qui va plus tard donner, c'est dans les tuyaux, mais à moyen terme, la structuration d'une académie qui regroupe tout ça. Et dans cette académie qui aussi fait la part à des centres de recherche. Donc, je suis connecté avec un réseau de professionnels de la recherche scientifique qui ont envie d'étudier ce champ d'expérimentation qui est très peu étudié. Si vous cherchez des études sur les effets démontrés, validés scientifiquement d'approches en développement personnel dans des organisations, soit vous n'en trouverez pas, parce que moi ça fait longtemps que je fais de la veille, ou vous en trouverez, mais c'est très compliqué à trouver. Et même à l'international. Hein. Il existe des études segmentées sur une discipline, par exemple, sur des échantillons donnés, mais pas de manière globale. Ça manque. Donc ça, voilà, ce que je peux vous proposer, c'est une connexion avec un réseau d'experts en recherche scientifique, une
une expérience de projet transverse multipartite et une capacité de vulgarisation de notions complexes. Moi, très longtemps, quand j'étais en contact avec les scientifiques, je n'avais pas leur jargon. Du coup, quand il a fallu que j'explique quand j'avais une association de professionnels, développement personnel, pour vulgariser des concepts, c'était vraiment nécessaire parce qu'on n'avait pas tous le même jargon. Donc avec le temps, j'étais obligé, et du coup, je regrette pas maintenant, mais j'étais obligé de faire ce travail de vulgarisation de digression. Voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, ce que je peux vous apporter en valeur ajoutée, c'est une connaissance approfondie sur les concepts scientifiques et les dernières recherches là-dessus, sur le comportement humain, sur les lois fondamentales qui nous régissent. Voilà, et ça c'est passionnant, ça fait plusieurs années maintenant que j'investigue là-dessus, je me forme. Alors bien évidemment, pour la plupart en autodidacte, parce que on est sur des travaux de publication, donc il n'y a pas de formation toujours qui existe sur des travaux de publication. Donc voilà. Et bien évidemment, on approche en développement personnel. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que pour la plupart de ce que je vous ai cité, je les ai expérimentés pour mon propre compte, par curiosité. Et d'ailleurs, ça fait maintenant des années que tous les mois, je suis suivi et que je teste pour moi, pour mon propre compte, mais aussi pour pouvoir être en capacité d'en parler, donc sur différentes approches. En tout cas, sur un nombre intéressant. Voilà. Dans tout ça, moi, aujourd'hui, parce que vous allez me dire, mais voilà, c'est un consultant, qu'est-ce qu'il a à vendre, etc. Moi, tout simplement, ce qu'il y a, c'est que mes activités de coaching en développement, en transition professionnelle, je l'ai mis en stand-by. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais amener tout ce que je vous ai expliqué, cette expérience, ce savoir, ces connaissances, dans des projets expérimentaux. Et moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est une entreprise, un groupe, un regroupement, peu importe, ou même toute structure qui serait intéressée pour que je puisse conduire un projet expérimental, pour confier les rênes de ce type de projet, pour intégrer le développement personnel dans la réponse à des enjeux de transformation de leur organisation. Voilà, ça c'est ce qui me plairait beaucoup. Former et accompagner des décideurs et des équipes projets, donc direction, RH, manager de proximité, IRP. IRP, c'est instance représentative du personnel, à ces concepts scientifiques et opérationnels liés au développement personnel. C'est partir des concepts, les vulgariser et d'expliquer comment on peut le transposer concrètement dans des quotidiens en fait de différents collaborateurs, peu importe leur niveau, leur niveau hiérarchique. Voilà, ça me plairait aussi. Et l'autre chose, comme j'aime beaucoup la communication, c'est participer à une valorisation de cette expérimentation par des actions de communication, notamment créer une radio locale interne dans une entreprise. Je sais que c'est assez innovant et récent, et où on fait venir des collaborateurs qui ont participé à l'expérimentation. On parle de sujets autour de ces nouvelles notions et d'autres, c'est tellement vaste. Mais c'est important de parler des sujets. La radio, j'aime beaucoup parce que c'est un format qui est centré sur la voix, le contenu. Le visuel peut être amené pour d'autres choses, mais c'est un format que j'aime bien, avec les podcasts aussi. Et l'autre chose, c'est de pouvoir créer des séries web, pareil, diffusées dans l'entreprise, parfois en externe, pour valoriser en fait ces parcours et ces parcours de transformation. Mais dans une logique avec des séries, avec une histoire, un fil conducteur. Voilà. C'est important aujourd'hui d'utiliser ces nouveaux codes de communication comme vecteur favorisant l'ouverture de conscience, l'émergence de nouvelles idées, les changements d'organisation. Voilà. À mon sens, c'est très important. Donc aujourd'hui, je fais un appel aux entreprises qui seraient intéressées pour qu'on puisse se rencontrer. Et ils seraient intéressés par ce type de projet qui est certes innovant,
certainement précurseurs. Donc moi, dans l'ADN, j'aime bien ceux qui ouvrent des portes, qui osent. Et ça me plaît, ça c'est mon ADN aussi. Et parce que pour moi, j'ai conscience que si on fait des expérimentations, qu'on collecte des données, j'ai des centres de recherche qui pourraient être intéressés pour pouvoir faire une analyse et même ouvrir à des publications. Alors, c'est des gens qui sont au Canada, mais ça peut être aussi en France ou en Europe. Et aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de faire une expérimentation et d'ouvrir la voie à de la recherche scientifique pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, c'est important dans ces domaines d'avoir un appui. On a la chance d'être outillé dans le monde sur des centres de recherche super pointus qui sont capables d'analyser des données importantes. Les technologies permettent de faire beaucoup d'analyses de masse et on peut justement avoir des études qui peuvent se prononcer sur de l'efficacité. Alors, l'efficacité, il peut y en avoir, mais c'est pas tant l'efficacité, parce que je suis persuadé qu'il peut y avoir une efficacité. C'est comment elle est structurée, cette efficacité. À quel niveau? Comment on peut faire évoluer justement ces programmes? Sur quelle couche sociologique des organisations? Comment elle a l'impact en fonction de ces couches sociologiques? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut investiguer, et je pense que ça servira à des corporations, des instances officielles pour pouvoir réfléchir et nourrir une vraie réflexion de fond sur ce changement de paradigme qu'on est en train de connaître. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous avez mes contacts. Vous pouvez me contacter en messagerie privée sur LinkedIn. Et voilà, donc c'est juste une petite aperçu. J'ai essayé d'être synthétique. Bon, j'ai un peu dépassé le temps. J'essaie d'être le plus succinct possible. Je vais vous répondre à vos questions si vous en avez. Je vais revenir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Je vois qu'il y en a qui ont... Voilà, Florian a fait des petits commentaires sur l'arrivée de l'IA. Exactement. Donc, c'est très juste. Le questionnement par rapport à l'IA, par rapport au métier des individus et comment on vient questionner le management, effectivement. Donc, si vous regardez, moi, je me rends compte que d'un côté, on a l'IA, structure très matérielle, très matérielle, pas très matérielle, mais très technologique, voilà, le terme que je vais utiliser. Et d'un côté, on est face à une évolution des capacités, des potentiels humains, on le voit. Et je pense que c'est très intéressant cette conjonction parce que quelque part l'IA peut être aussi une opportunité pour nous de se poser les questions de comment on va développer l'humain du XXIe, pardon, avec peut-être plus de perception étendue, plus de capacité, de potentiel, d'expression de ce potentiel sur de la forte valeur ajoutée. Beaucoup plus axé sur le savoir-être, le comportement, qui aujourd'hui, on voit l'IA, en fait, sa limite, c'est elle a des difficultés dans le comportement face à des situations complexes. Moi, je peux le tester justement parce que je suis très curieux, et on voit aujourd'hui. Et donc, comment on fait progresser ces conjonctions avec d'un côté cette montée de l'utilisation de l'IA, et puis aussi cette montée du développement personnel. Donc ça, c'est très intéressant à mon sens. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde un peu les commentaires, mais pour l'instant, je vois pas de questions. En tout cas, si vous en avez à la suite de ce live, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer, me contacter par les différents supports. J'ai ici. Et je serais peut-être amené, si vous avez envie aussi que je fasse des conférences, parce que je peux les décliner et grossir le trait sur différents aspects plus précis, je peux construire des conférences personnalisées
pour intervenir dans différentes structures. C'est avec, grand plaisir et puis, voilà, je suis à votre disposition pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur, ce projet d'expérimentation que j'ai, détaillé, que j'ai écrit, pour en avoir tous les contours, le présenter et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur, voilà, mes accointances, et cetera, on peut échanger avec grand plaisir. En tout cas, merci Florian, pardon. Et du coup, je vous donne rendez-vous peut-être sur d'autres lives, parce qu'il y a d'autres thématiques qui me sont chères, qui sont connexes à tout ça, que je vous partagerai. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine. À bientôt tout le monde.